Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Bienvenue dans cet épisode de Stéroïdes, le podcast spécialement enregistré pour les besoins de l'édition DVD Blu-ray de Lifeline chez Spectrum Film. Je suis avec mon collègue Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Steph. Et nous allons parler de ce film de Johnny To, un petit peu particulier dans sa carrière parce qu'en fait il est vraiment charnière. Il arrive en 97 au moment où le réalisateur, maintenant très connu en fait des festivals cannois, se retrouvait d'abord à lâcher les studios de Hong Kong pour fonder sa propre sa propre compagnie. Ouais. Voilà, Milky Way, qui est une compagnie indépendante et qui va lui permettre en fait de vraiment se faire connaître sur la scène internationale. Oui, tout à fait. C'est un projet en plus qui arrive pour une année charnière, qui est l'année de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Il y a déjà un paquet d'artistes qui ont quitté le pays, enfin en tout cas qui commencent à bosser à Hollywood, où ils pensent faire leur avenir. Et donc l'industrie hongkongaise est un petit peu en crise quand le film se monte. C'est une production importante, en fait, le Lifeline, au regard évidemment des standards de Hong Kong. hongkongais, et du coup qui a besoin d'un soutien au niveau de la distribution, auquel Johnny To peut pas forcément prétendre chez d'autres compagnies, et donc du coup il va carrément se tourner vers le label prestigieux par essence qui est la Shaw Brothers, qui à l'époque est donc dirigé par Mona Fong, qu'on surnomme Lady Shaw, donc la veuve en fait de Run Shaw, et du coup ça donne aussi au film un cachet peut-être un peu moins hardcore aux entournures, un peu plus grand public. De toute façon, le film a vraiment été conçu pour être un succès, quoi. Ne serait-ce que par son casting, qui réunit Lo Shi-wan et Carman Lee, qui avaient tous les deux fait vive impression en 95 avec le film Loving You, notamment. Ils ont eu d'autres films ensemble, mais c'est vraiment celui-ci qui les avait cristallisés en tant que couple, quoi. Donc ils sont vraiment au cœur de l'affiche. Alors, on rappelle vite fait c'est surtout c'est un film de pompiers. C'est un film qui déjà n'est pas habituel pour un film de la Shaw Brothers. En tout cas pour le public international, c'est pas du tout ce pourquoi la Shaw Brothers est connue, quoi. C'est pas un film de chevaliers médiévaux, c'est sûr. Voilà, exactement. Et ensuite, même à Hong Kong, c'est pas forcément en fait ce genre de films qui se font dans le cinéma d'action, dans le cinéma grand spectacle de l'époque, quoi. Non, c'est effectivement déjà c'est un film choral. Alors que on est plutôt habitué souvent à des films qui privilégient deux personnages, souvent un couple, mais on avait déjà eu des films choraux. Je pense qu'il y a un film qui précède un peu Lifeline à Hong Kong, qui est le Organized Crime Triad Bureau de Kong, merci. Qui mettait en scène un peu la vie d'un commissariat hongkongais. Donc là, on a vraiment le même topo. Donc c'est vraiment la chronique d'une caserne de pompiers, la TSW, qui est sur les 66 casernes de Hong Kong, celle à qui il arrive a priori le plus souvent des malheurs, des galères. Au début, ils sont un peu les losers de l'histoire. Là. Ils nous sont présentés, l'équipe nous est présentée alors qu'il vient de lui arriver un problème d'indigestion, donc ils ont tous la chiasse, ils sont à l'hôpital, voilà. En train de demander de l'aide à des infirmières qui les ignorent. Et voilà, quand ils secourent des animaux domestiques, ils se gourent de chiens, je sais pas quoi. Bref, ils cumulent un peu les catastrophes, tout en faisant montre d'une très très d'une bonne volonté, on va dire, quoi. Donc c'est comme je disais, c'est pas un film hardcore, c'est vraiment un film à destination du grand public. Ça lui donne du coup un cachet plus international que ce qui pouvait se faire à l'époque, et c'est peut-être aussi d'ailleurs un peu le but. C'est évident quand même que déjà il y a l'idée de singer Backdraft de Ron Howard, qui est un film qui est sorti quelques années auparavant, qui a été un gros succès international. Tout à fait, et qui est devenu le modèle du genre, et qui déjà en 91, Jackie Chan voulait faire un Backdraft hongkongais, et je crois que ça s'appelait Firefighters, son projet. Il en parlait dans des interviews dans des magazines français, et d'ailleurs il a souvent fait remarquer il estimait que Johnny To lui avait piqué l'idée. Bon, après, il y a un film de pompier, ça,
quelque part ça tombe sous le sens, quoi. Ouais. Bon, mais c'est vrai que le modèle c'est Backdraft, et en même temps, ils savent très bien qu'ils n'ont pas les moyens du film de Ron Howard, et qu'il va falloir qu'il joue sur autre chose. Le film de Ron Howard, bon, on en pense ce qu'on veut. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un film assez factice dans sa facture. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vraiment l'impression que les acteurs sont en danger. Quand je regarde ce film-là, c'est effectivement, au niveau de la production design, c'est très impressionnant, mais c'est aussi beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de plans un peu posés, alors que quand on regarde un film comme Lifeline, avant même de voir le film, quand on est habitué au film de Hong Kong de cette époque-là, on y va en se disant, bon sang, les cascadeurs vont prendre cher. C'est ça, quoi. on sait déjà que les cascadeurs vont être dans le feu de l'action, hein, sans mauvais jeu de mots, quoi, et vraiment, pour le coup, c'est littéral dans ce film-là, quoi. C'est surtout une très grosse partie à la fin, mais en fait, avant d'en arriver là, il y a aussi toute une façon de poser multiples personnages, comme tu dis, c'est un film choral, mais multiples personnages, en fait, qui se retrouvent, en fait, dans leur quotidien. Et effectivement, avec des questionnements un peu sociaux, des questionnements un petit peu, hiérarchiques, cette façon de gérer. Enfin, il y a même une petite histoire d'amour, parce qu'effectivement, voilà, il y a une romance, en fait. Donc, c'est vraiment un film grand public, effectivement. Mais avec l'idée de s'attacher à plusieurs personnages pour justement ensuite les envoyer dans la fournaise, quoi. C'est ça. En fait, on est presque dans une structure qui pourrait faire penser à un feuilleton au début, parce qu'effectivement, il y a des tas de petites histoires qu'on suit en parallèle, et qui d'ailleurs, c'est intéressant, ne trouveront pas forcément de résolution. C'est pas tellement le but. Le but, en fait, c'est simplement de nous attacher à ces personnes, de nous faire comprendre que c'est des humains, et que du coup, lorsqu'on va vraiment les jeter, comme tu dis, dans le feu de l'action, on sera vraiment préoccupé de leur sort. C'est aussi simple que ça. Ceci dit, il y a une tentative de leur donner petit à petit un peu de crédit par rapport à ça, encore une fois, à cette idée qu'il leur arrive que des galères, que des catastrophes. Il y a des mini-victoires, en fait, au fur et à mesure que le film avance. Moi, je sais qu'une de mes scènes, une des scènes qui m'avait le plus impressionné, parce qu'elle relève presque de la figure mythologique, ce qui est très très rare dans le cinéma hongkongais, surtout le cinéma hongkongais urbain, c'est cette scène où il secourt le bébé, voilà, sous la pluie, voilà, avec la pompière qui entend le cri et qui décide littéralement de se jeter la tête la première dans les entrailles de la terre, et voilà, les mecs la tiennent par le pied, en fait, et ils la remontent comme ça avec ils ont établi toute une bâche sous la pluie pour couvrir sa chute, sa descente aux enfers, quoi. Et elle remonte littéralement avec le nourrisson. Et cette image-là, c'est vraiment pas une image auquel le cinéma chinois enfin le cinéma populaire chinois nous a habitués, parce que elle invoque des tropes mythologiques antédiluviens, quoi. Cette idée d'une femme qui va en enfer chercher l'enfant. L'enfant, ouais. Il y a aussi, en fait, il y a quand même malgré tout, en fait, un ton dans le film qui est extrêmement solennel. C'est-à-dire surtout vraiment quand plus on avance dans l'action, plus on avance en fait dans voilà, et en fait qui participe de la tension. C'est-à-dire que en gros, certes, il y a beaucoup de cascades pyrotechniques, il y a beaucoup de cascadeurs qui se retrouvent vraiment en fait enveloppés par les flammes, mais il y a aussi l'idée en fait d'envoyer de manière sacrificielle en fait ces personnages-là en fait au fond jusqu'en enfer en fait en l'occurrence, et c'est quelque chose qui finalement dans ces valeurs-là se rapproche un petit peu aussi de ce que la Shaw Brothers peut faire en fait. On n'est pas totalement en terrain un peu de chevalerie, oui, c'est ça, en filigrane. Ouais, c'est un peu difficile quand même de tirer le trait vraiment par rapport au code auquel la Shaw Brothers. Bien sûr qu'ils ne font pas ça de cette manière-là, mais nous a habitués. Sur la question hiérarchique, oui, par contre, effectivement, le conflit entre Lo Shi-wan et son supérieur qui vient d'être nommé, qui est un type un peu rugueux, dont on découvre effectivement qu'il a un problème à régler avec sa fille, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui effectivement pourrait être transcrit dans un film en costume de la Shaw Brothers tel quel. Après, pour le reste, c'est plutôt plutôt urbain, plutôt contemporain sur les personnages secondaires. Moi, ce que j'apprécie le plus dans le film, et je pense que c'est aussi ce qui va lui faire sa mini carrière internationale, c'est son humanité qui justement faisait défaut au film de Ron Howard. Il sait que c'est vraiment là-dessus qu'il peut jouer, et aussi sur une certaine façon
de capturer, alors c'est un bien grand mot, mais de capturer une forme de réalisme, parce que Hong Kong, c'est pas San Francisco, tu vois, c'est pas les grandes allées que tu filmes en cinémascope. Le film, il est vraiment filmé de façon assez serrée sur les personnages. Et ça, dès la scène d'ouverture avec le vol dans l'usine là qui démarre au pré-générique, puis ensuite on enchaîne avec les ambulances qui arrivent aux urgences qui vont nous présenter tous les personnages. En fait, à chaque fois, il cherche à rapprocher sa caméra au maximum des persos, et du coup, comme il n'y a pas beaucoup de respiration au niveau du cadre, c'est surtout les mouvements de caméra qui nous permettent de respirer. La caméra, j'ai l'impression dans le film qu'elle est tout le temps en mouvement, y compris sur des scènes de dialogue qui devraient être plutôt calmes. Et pourtant, il faut repréciser, parce qu'en fait, disons qu'aujourd'hui, on arrive à presque 25 ans après la sortie du film, hein, et on en parle aujourd'hui comme ça, mais en fait, du coup, Johnny To a fait une carrière internationale depuis, et qui est vraiment une carrière, en fait, si tu veux, où il a été consacré comme un auteur, ce qui n'était pas forcément le cas à cette époque-là. Hein. Ouais. Et les gens, peut-être les spectateurs, en fait, qui connaissent, on va dire, cette seconde partie de carrière indépendante, menée vraiment de front par lui-même, ont une habitude, en fait, d'une mise en scène pour le coup plus maniérée, c'est-à-dire vraiment plus une prise en compte de l'espace au sens, si tu veux, presque, je sais pas, dans des cadres, enfin, j'ai pas envie de dire autorisant, mais en fait très travaillé, en fait, très maniéré, voilà, c'est ça, qui n'est pas forcément le cas là, quoi. Et donc quand je précise ça parce que tu parles de mouvements de caméra qui bougent, Non, effectivement, là, c'est le Johnny To des années 90, c'est Heroic Trio, Executioner, c'est effectivement, c'est des films grand public. Et celui qui s'est forgé à la télévision de Hong Kong, en fait, c'est ça qui a fait ses classes là-dedans, et qui, du coup, en fait, va à l'efficacité avant toute chose, quoi, de la narrative et visuelle, quoi. Tout à fait. Et voilà, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il cherche pas à faire too big, en fait. Il cherche pas à faire Backdraft. À aucun moment, il tente de répliquer ne serait-ce que des plans du film de Ron Howard. Alors, à l'exception peut-être des moments où ils partent en mission, où il s'agit de présenter notamment les différentes facettes d'un camion de pompiers, voilà, les gyrophares qui s'allument et ce genre de trucs. Là, effectivement, il fait ces travelling en contre-plongée, en Dutch angle que les Américains ont l'habitude de faire pour nous dire attention, il se passe quelque chose, ils vont partir, quoi. Mais le reste du temps, on est vraiment dans l'exploitation maximale du peu de moyens qu'il a, et donc effectivement il c'est très resserré sur ses comédiens, mais du coup il se rattrape donc par le mouvement et aussi par le montage. Le film est très monté, et ça faut vraiment insister là-dessus parce qu'il y a une dynamique en fait qui nécessite que chaque plan ne dépasse pas la seconde et demie, et encore une fois y compris sur des séquences d'accalmie, hein. D'ailleurs le film a été récompensé au Hong Kong Awards pour son montage. C'était le monteur de Black Cat qui avait fait ça, et c'est une des forces narrative du film. Black Cat, c'est un film un peu plus exploitation que ça, hein, en l'occurrence. Non, mais c'est pour non, mais c'est marrant de situer. Donc voilà, mais cette idée de resserrer la mise en scène sur les persos, elle est aussi dans le traitement de ces personnages. C'est un film qui est vraiment, pour le coup, je pense que vraiment le terme, c'est la version humaine de Backdraft, quoi. Parce que pour ceux qui s'en souviennent, le film de Ron Howard, le feu, il y avait carrément des moments, c'était du dessin animé. Avec des flammes il avait une espèce de vie à lui-même. Voilà, on savait pas si on était dans un film de pompier ou dans Roger Rabbit par moment, quoi. Donc, alors que là, à aucun moment on ne doute que les comédiens sont en danger, quoi. Y compris lorsque c'est les cascadeurs qui les remplacent, quoi. Oui, parce que c'est surtout ça. Mais ça, c'est la grande France du cinéma de Hong Kong et surtout de cette époque-là, en fait. C'est-à-dire la grande force visuelle, hein, la grande force cinématographique. Après, effectivement, sur les tournages, t'as un peu peur pour eux, quoi. Ouais. Alors, sachant qu'en plus, il a fait son Joel Silver sur ce coup-là, parce que il profite du fait que Hong Kong est une ville qui est tout le temps en construction, pour guetter tout ce qui va être détruit en termes d'immeubles, et du coup les séquences de destruction sont des séquences qui ont été filmées sur de véritables constructions. Il n'y a pas de décors qui ont été montés spécifiquement pour le film, et ça compte également, donc la grande usine dans laquelle il y a cet énorme climax. Okay, oui. Qui est vraiment 40 minutes, 45 minutes, le film est vraiment divisé en deux. C'est vraiment de la chronique en premier lieu,
ponctué évidemment par les interventions qui nous apprennent un peu plus sur les personnages, ce que j'appelais les petites victoires. Et enfin, le truc auquel, a priori, ils sont pas prêts. Donc, cette énorme usine qui prend feu et qui menace de déverser sur la ville des gaz mortels. Enfin, basiquement, Hong Kong va être rayé si on laisse cet incendie se propager. Ouais, et qui va révéler en plus leur valeur héroïque, ça, voilà. Narrativement parlant. Et surtout, alors apparemment, c'est un incendie qui réel en fait, qui a inspiré ce passage-là en fait dans le film, quoi. Ce long passage en fait, un incendie qui a eu lieu à peine 2 mois avant la sortie du film, quoi. Donc c'est de dire en fait à quel point les films se tournent très très vite aussi à Hong Kong pour se faire et en fait sortir dès qu'ils sont terminés au niveau du tournage montage, quoi. Donc alors et comment dire, est-ce que ça reste un film spectaculaire aujourd'hui quand même? On est d'accord que oui, quoi. En fait oui, il reste spectaculaire du fait qu'on sache et qu'on voit de toute façon que encore une fois, les cascadeurs sont vraiment en danger. On peut pas dire que les règles de sécurité étaient super respectées sur le film. Les techniciens, ils se protégeaient avec des masques, quoi. Quand tu vois les images et notamment toute la partie où t'as je sais pas comment on appelle ça, mais ces espèces de caisses rondes là qui explosent les unes après les autres, quoi. Enfin, tu te dis mais voilà, le caméraman et le chef-op ils sont en train de respirer toutes les fumées possibles, toxiques possibles et imaginables. Donc je sais pas comment dire, l'après-tournage, à quoi ça a dû ressembler. Et donc effectivement là on fait de la pause parce qu'il y a des plans, ils sont obligés de les iconiser, donc il y a des ralentis, etc., parce qu'il y a des cascades tellement ahurissantes, sachant qu'on a affaire à un vrai feu, que tu peux pas les filmer hyper cut comme d'autres séquences dans le film le sont, quoi. Donc là, dans cette partie-là, on pourrait retrouver éventuellement des trucs à la Backdraft, hein. Je pense à ce plan qui était dans le teaser du film, avec un des pompiers qui tombe à plat ventre sur de l'eau et qui glisse comme ça face à la caméra avec les explosions derrière lui. Bon, c'est vrai que c'est un money shot typiquement américain, quoi. Mais c'est pas la force du film. La force du film, elle est vraiment dans la présence du danger. Dans le regard humain, dans la façon aussi dont les personnages sont jetés dans le feu. Très bien. Eh bien, écoute, je pense que voilà, on peut bon, les gens qui ont acheté cette édition le savent, hein, on peut conseiller, j'allais dire Backdraft, n'importe quoi, on peut conseiller Lifeline, quoi. C'est un film assez intéressant dans la carrière de Johnny To parce que c'est vraiment, on peut l'extraire, c'est un one shot, hein, vraiment. Il y a déjà même dans le cinéma de Hong Kong, hein, c'est pas habituel en fait de voir un film sur ce sujet-là, quoi. Même si on s'imagine que là-bas, voilà, je veux dire, comme tu le dis, comme tout est tout le temps en construction, il y a forcément un besoin énorme en fait pour les pompiers, quoi. Voilà, par rapport à la carrière de Johnny To, c'est ce qu'on disait en fait, c'est ce qui lui a permis aussi à un moment donné de sortir en fait un peu de cette ornière des films de studio, des films un peu de commande en fait, pour s'affirmer lui-même en tant qu'auteur. Moi, je trouve personnellement parfois un peu trop de façon ostentatoire, c'est-à-dire vraiment en fait en essayant de draguer un public de festival, des fois jusqu'à un petit peu la caricature, quoi. Mais là en fait c'est la démonstration aussi que ça reste un réalisateur en fait engagé dans le sens cinématographique du terme et avec une certaine honnêteté dans la façon d'aborder ces sujets. Oui, solide, Voilà. Merci Rafik. Merci Steph. Merci à Alain, à la technique et à Antoine. Pour nous suivre, en fait, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux habituels, hein. Pour nous, c'est Capture Max sur Twitter, Facebook, Instagram, et puis on vous dit à la prochaine fois avec un prochain film.